Et donc, du coup, Boris est Solution Architect chez Content Square. Donc, du coup, lui, il est en charge d'accompagner les clients de Content Square à résoudre les problématiques techniques qui leur coûtent le plus. C'est bien ça, Boris? C'est bien ça. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, le titre n'est pas exactement ça. Je suis en fait solution expert, mais en fait, en vrai, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que je fais. Content Square, comme tu l'as dit, est une solution d'analyse des données en fait qui sortent des sites clients, mais aussi d'analyse de la qualité technique. Et moi, au sein de cette solution, en fait, j'interviens pour accompagner les clients à leur montée en compétences. Parce que quand on achète une solution comme ça qui coûte très très cher, ça ne veut pas dire qu'on est opérationnel à l'instant T. En vérité, déjà, il faut s'aligner sur pourquoi on a acheté la solution, ce qu'on va faire avec, et puis il faut monter en compétences pour apprendre à utiliser la solution et l'inscrire à l'intérieur des tactiques et des stratégies qu'on a définies et qui ont justifié son achat. Donc on parle vraiment de choses qui sont assez importantes et structurantes dans l'entreprise. Mon rôle à moi, c'est vraiment, j'arrive dès le début du partenariat avec le client, j'ai quelques mois pour faire en sorte qu'ils soient les plus autonomes possible. Et idéalement, mon objectif, c'est qu'à la fin du deuxième ou du troisième mois, ils soient capables d'eux-mêmes de montrer à leurs supérieurs ce qu'ils ont fait avec l'outil et comment ça leur a apporté de la valeur. Donc ça, c'est vraiment la plus-value qu'on a chez Content Square. Alors, qui je suis, moi, à l'intérieur de cette structure? En fait, à la base, je suis développeur. J'ai été développeur consultant pendant plusieurs années sur des problématiques de mise en place de dispositifs web, de qualité. Et puis, très rapidement, je suis rentré chez Dareboost, qui est une entreprise qui était spécialisée dans les performances web. Et Content Square a racheté Dareboost il y a quelques années. Donc maintenant, je suis parti de Content Square. Et aujourd'hui, je vais vous parler de qualité technique. Alors, je vais vous parler de qualité technique dans le cadre de Content Square. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est important la qualité technique dans les cadres SEO, mais aussi dans d'autres cadres qu'on pourrait imaginer d'un point de vue technique sur les sites web. Je vais vous donner quelques clés pour savoir quels sont les outils, services, quels sont les acteurs pour démarrer. Je vais aussi vous donner quelques informations sur les pièges dans lesquels on peut tomber, parce qu'il y en a plein. Et puis, je vais vous donner des exemples de choses qu'on a vues, nous, chez nos clients, et enfin, ouvrir un petit peu pour repositionner ce sujet technique à l'intérieur du web au global. Alors d'abord, Content Square, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire de l'analytics. On va analyser l'expérience des utilisateurs sur l'ensemble des canaux. Donc notre canal principal, c'est le web, avec une application desktop qui est liée à un tag que vous posez sur le site. Donc vous imaginez une espèce de Google Analytics sous stéroïde, vous posez le tag, contrairement à d'autres solutions chez nous, un truc qui est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de plan de tagage. En fait, le tagage se fait a posteriori à partir des données, et c'est pas l'inverse, c'est pas les données sont collectées à partir du tagage. Donc vous posez le tag, et puis on va vous sortir des analytics, en fait, qui vont vous permettre d'avoir, comme tu disais au début, du zoning, c'est-à-dire des informations sur la performance commerciale des différents éléments du site, mais également plein d'informations sur la conversion, les parcours, les retours arrière, enfin, il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Et donc on a le web au départ, et puis on a aussi le mobile et les apps sur lesquelles on peut intervenir. Une des clés de la solution, c'est qu'elle s'inscrit du coup sur plusieurs problématiques. La partie web, c'est ce qu'on appelle CS Digital, c'est le bloc ici, bloc clair. On a la partie app, on a la partie qualité technique, qui est la partie sur laquelle moi j'interviens le plus, qui est celle qui est liée en fait à la performance web ou à l'analyse des erreurs chez les clients. Et j'insiste sur le chez les clients, et je vais en reparler tout à l'heure. On a une partie merchandising pour aider en fait à l'optimisation des catalogues. Et on a une partie insights où en fait on va aller prendre des éléments importants dans toutes les autres briques et on va les mettre au même endroit de manière à fournir vraiment une espèce de to-do list aux équipes en disant voilà toutes les informations qu'on a collectées et voici ce que vous devez faire là tout de suite maintenant. Et puis on a aussi une offre accessibilité avec deux pans. Un pan comme beaucoup de solutions en fait qui proposent une surcouche en fait, mais qui n'apporte pas d'accessibilité, qui apporte juste du confort à des personnes qui sont pas prises en compte par les référentiels de conformité aujourd'hui qui sont le WCAG et le RG2A, et puis qu'on ajoute sur laquelle on ajoute en fait une couche d'audit et d'analyse et de mise en conformité pour aller vraiment faire de l'accessibilité technique, ce qui est un vrai sujet avec nos clients et c'est quelque chose de très intéressant. Moi, je vais parler plus précisément de Find & Fix parce que c'est mon domaine. Find & Fix, du coup, c'est notre ligne produit qui fait le lien entre les équipes techniques et les équipes commerciales. Donc, c'est vraiment un objectif de discussion transverse pour permettre à tous ces utilisateurs, qu'ils soient plutôt côté technique ou plutôt commercial, d'identifier et de résoudre les erreurs techniques qui impactent leurs revenus. J'insiste vraiment sur qui impacte leurs revenus ou qui impacte leurs clients.
c'est pas la même chose que les erreurs techniques qui ont lieu côté serveur. Il y en a certaines qui sont importantes, pas importantes, mais on a rarement une information sur la qualité de l'impact sur les revenus. Nous, c'est vraiment les revenus qu'on va regarder et on va essayer de guider en fait avec cette information-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va proposer des cas d'usage assez réactifs. On va vous aider à expliquer, par exemple, pourquoi il y a une conversion qui ne se passe pas bien pour une certaine cohorte d'utilisateurs. On va vous aider à comprendre aussi parfois s'il y a des problèmes de fraude ou de comportements qui vous semblent anormaux sur vos sites, ce que les clients ont véritablement fait et comment ça marche. Je vous laisse imaginer à quel point le RGPD est hyper important pour nous et qu'à quel point derrière, il y a des composantes de protection de la vie privée qui sont phénoménales chez Content Square. On va aider à faciliter en fait toute la compréhension des feedbacks, puisque par exemple sur vos sites, vous avez parfois des modules Voice of Customer qui permettent aux clients en fait de s'exprimer avec des verbatims sur ce qu'ils ont ressenti. Nous, on va vous permettre de brancher ça avec nos solutions pour que vous puissiez revoir la session de l'utilisateur et comprendre pourquoi il a exprimé cet avis-là. Et puis, on a des cas d'usage qui sont plutôt proactifs, qui n'attendent pas que les utilisateurs viennent utiliser le site, comme détecter, quantifier et cibler les frictions. Donc là, on a vraiment des éléments qui vous permettent de dire, là, on vous a permis de voir qu'il y a des problèmes qui touchent un certain nombre d'utilisateurs, il faut aller corriger. On a du monitoring de web performance qui permet de voir si les pages et scénarios clés sont à l'état de l'art en fait, de ce qui se fait, ou au moins alignés aux performances des concurrents, puisque dans plusieurs perspectives, souvent on va essayer au moins de s'aligner au marché, éventuellement pas d'aller trop loin parce qu'on ne veut pas faire de la surqualité, ce qui coûte très cher, mais au moins d'être dans les clous du marché. Et puis enfin, être alerté quand on a des erreurs qui arrivent et qui s'amplifient et qui impactent les revenus, ce que beaucoup de gens n'ont pas. En fait, ils savent très bien qu'il y a des erreurs peut-être côté serveur, mais côté client, en général, ils n'ont pas l'info. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que c'est bien gentil de faire tout ça et de le vendre aux clients, mais si ça servait à rien, on ne le vendrait pas. Voilà, on va dire les choses clairement. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de la qualité technique? Pour plusieurs raisons. Alors d'abord la webperf, petit rappel ou information pour ceux qui n'auraient pas vu des conférences précédentes qui l'ont déjà dit, je suis désolé de faire de la redite, mais c'est important de poser à chaque fois les raisons du travail qu'on fait. La webperf, c'est un des éléments de l'algorithme de ranking de Google. Ce qui veut dire que vous soyez sur mobile depuis mai 2021 ou sur desktop depuis février 2022, les éléments de webperf font partie de la manière dont les éléments vont être rankés, c'est-à-dire que plus votre site est rapide, a priori, en tout cas en théorie, mieux vous allez pouvoir être classé dans les SERP. Ces éléments de webperf en fait sont de trois natures. On a trois indicateurs. Le premier, c'est le largest contentful paint, l'élément le plus important, le moment où cet élément est affiché sur la page. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est un indicateur en fait de complétion visuelle de la page. À quel moment on a l'impression que la page est suffisamment remplie, suffisamment chargée pour commencer à interagir avec. Pensez réseau social, quand vous allez sur un Twitter ou un Facebook, vous allez regarder la colonne centrale, c'est cet élément important visuellement que vous allez vouloir regarder, et si les éléments latéraux ne sont pas chargés, ce n'est pas très grave. Si vous allez sur une fiche produit, en général, c'est pour voir le produit, vous allez vous intéresser à l'image produit, donc c'est ça qu'on va regarder. Donc c'est vraiment cet intérêt sur la qualité du rendu. Ensuite, il y a un indicateur qui est un indicateur d'interactivité. Est-ce que quand je vais interagir avec cette page, elle va répondre à mon interaction de manière rapide? En fait, beaucoup de gens pensent que c'est systématiquement immédiat, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et vous le savez bien, quand vous utilisez certains sites web, vous scrollez, vous interagissez, puis c'est lent. Voilà, c'est lent parce qu'on voit bien que le site web il est occupé à faire autre chose. D'autant plus quand il y a beaucoup de pubs, beaucoup de tiers en fait, qui sont chargés, il peut y avoir des impacts. Donc Google va aussi regarder ça. Et puis Google va regarder la stabilité visuelle. Quand vous chargez une page, est-ce que vous avez l'impression que les éléments sont stables en fait, dans la page, ou est-ce que vous avez peur de cliquer quelque part parce que vous avez l'impression qu'entre le moment où vous allez vouloir cliquer et le moment où vous faites le clic, l'élément aura bougé. Donc ça, c'est les trois choses que Google regarde chez les utilisateurs et utilisatrices, authentifiés sous Chrome, sans passphrase, qui ont opté pour la synchronisation d'historique et l'envoi de rapports d'usage statistique. C'est super spécifique. Ça veut dire que Google ne voit aucun utilisateur Safari, Google ne voit pas les utilisateurs, par exemple Samsung Browser, qui est quand même un browser qui prend beaucoup de parts de marché. Donc il faut quand même toujours se rappeler que cette expérience web qui qualifie les SERP, elle est quand même très limitée à Google. Et puis l'autre truc qu'on rappelle aussi nous à nos clients, c'est que l'impact n'est pas si évident que ça. En théorie, on devrait voir un impact sur les SERP. En pratique, moi j'accompagne des dizaines de clients qui en a très peu pour qui on a vu véritablement un impact lié à l'amélioration de ces trois indicateurs. Pourquoi? Parce que Google le dit eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes, l'impact, il est toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que vous allez être mieux ranké
uniquement si votre page elle est absolument comparable à la page d'à côté, ce qui est quasiment jamais le cas. Donc en fait, ce gain, je ne dis pas qu'il n'existe pas. On a des partenaires chez Systrix, par exemple, qui ont rédigé des très bons articles où ils écrivent comment eux, sur des volumes très importants, ils arrivent à voir un gain dans le ranking, mais ce gain n'est pas systématique et ne vous attendez pas à le voir immédiatement. Est-ce que pour autant, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Non. Parce que, en fait, la WebPerf peut avoir un gain sur autre chose qui est le crawl budget. Le crawl budget, c'est le temps que va passer chaque Googlebot à explorer et à indexer votre site dans un laps de temps donné. Les Googlebots, ils n'indexent pas toutes les pages du site, ils n'ont pas le temps. Pour chaque site, en fait, on définit un temps limité, le crawl budget, et durant ce temps limité, en fait, le robot va essayer de naviguer vers le plus de pages possible. Pas n'importe comment, ils ont des petits algos qui leur permettent d'aller vers les pages les plus pertinentes en fonction de ce qui Google a déjà identifié comme étant une pertinence. Mais toujours est-il que plus votre site est rapide dans la manière dont il affiche et il permet à Google de collecter les contenus, et j'insiste bien sur collecter les contenus, parce que c'est pas la même chose si votre site il est HTML et les contenus ils sont déjà dedans, ou si en fait tout le contenu vient d'un JavaScript qui s'exécute et qu'il faut attendre 3 secondes avant que le contenu soit là. Ce qui est important, c'est à quel moment le contenu est là. Et quand le contenu est là, alors le Googlebot peut l'indexer et il peut passer à la page d'après. Et c'est 2 fois plus important, puisque plus il va être capable d'indexer rapidement des pages, plus les Googlebots vont considérer que le site est en bonne santé, que le serveur est donc susceptible de tolérer un important trafic, et donc il va être capable d'augmenter éventuellement le nombre de robots qu'il va envoyer en simultané. Donc ça n'augmente pas nécessairement le temps alloué, mais par contre, si je mets 2 robots au lieu d'un, forcément, je vois plus de pages que si j'en avais mis qu'un. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, ça, pour le coup, on le voit chez des clients où on a véritablement des gros impacts entre les temps mesurés en fait par les Googlebots pour aller chercher les contenus. Donc là, c'est la ligne qu'on va voir en orange, et le nombre de pages en fait qui ont été crawlées et qui donc vont être indexées, c'est la ligne qu'on voit en bleu. Et donc là, c'est typiquement un contre-exemple. On a un client chez qui la performance s'est dégradée, donc la ligne orange augmente, et puis on voit bien que du coup, le nombre de pages indexées diminue, c'est la ligne en bleu. Et à l'inverse, on va avoir les choses équivalentes. On améliore la WebPerf, on améliore le nombre de pages indexées. Est-ce que c'est immédiat? Non. C'est souvent des enjeux à plusieurs semaines. Donc, vous attendez pas non plus à avoir corrigé quelque chose et d'un seul coup, vous avez des pages indexées. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Et comme je le disais, ce n'est pas le seul algo. Les Googlebots travaillent aussi en fonction de ce qu'ils pensent être des pages qui ont plus de jus que d'autres. Et donc, il faut quand même avoir un site avec une certaine notoriété pour pouvoir voir immédiatement ce genre de choses. Donc ça, c'est pour la WebPerf. Mais moi, mon domaine, c'est pas que la WebPerf. C'est aussi les erreurs techniques. Je m'intéresse en fait à savoir ce qui se passe sur les posts des clients. Et pourquoi je m'intéresse à ça? Parce qu'en fait, les posts des clients, c'est juste une espèce de no man's land. Le back-end, on maîtrise très bien. C'est des environnements super contrôlés avec des data centers, il y a des spécifications. Souvent, on met même des containers dont on s'assure qu'ils sont reproduits à l'identique d'un boîtier à un autre. En général, on maîtrise la configuration très fort, puis il y a littéralement des branches de métiers qui sont dédiées à ça. Vraiment à mettre de la télémétrie, à savoir ce qui se passe sur le back-end, sur les API, sur les serveurs. Ça, a priori, il y a vraiment des choses aujourd'hui sur le métier et les ingénieurs back-end et développeurs back-end savent ça très bien. Sur le front-end, savoir ce qui se passe chez les vrais gens, eh bien, en fait, souvent, on ne sait pas. On a une connaissance super survolée des expériences des gens, éventuellement les pages par lesquelles ils sont visités, mais on ne sait pas du tout quelle a été la qualité de l'expérience sur ces pages-là. Et souvent, on a pas mal d'entreprises qui se basent sur les retours clients. Les retours clients qui sont intéressants, mais quand même limité, parce que par exemple, un client qui vous fait un retour, c'est un client qui a une opinion très positive de la marque. Sinon, il ne prendrait pas de temps pour vous. Donc, du coup, il va vous faire un retour qui va être d'une certaine manière, mais qui va être peut-être un peu positif par rapport à sa vraie expérience. Donc, on voit bien que de ce côté-là, on a un vrai problème de culture. On ne sait pas ce qui se passe côté client. Et on ne sait pas non plus forcément voir que côté client, on a une variété d'usages qui est juste absolument impossible à appréhender. Vous avez des clients qui utilisent des navigateurs différents, vous avez des clients qui utilisent des plugins différents. Moi, par exemple, j'ai un plugin, j'ai longtemps utilisé un plugin qui s'appelle Grammarly, qui analyse en fait ce que je mets dans les inputs, ce que je saisis, notamment en anglais, pour m'aider à corriger mon niveau d'anglais. Ce plugin, il insère littéralement des choses dans le site. Ça crée parfois des problèmes. Est-ce qu'on le voit? Non. Vous avez des gens qui utilisent des adblockers. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous savez quel impact ça peut avoir sur la qualité de leur expérience? La plupart du temps, non. Vous avez des gens qui vont aller avoir des problèmes pour charger un click-to-chat, pour charger une solution de test AB, et vous ne les verrez jamais, parce que vous n'avez pas d'analytics de ce côté-là. Donc on a un vrai problème de culture sur ce que c'est que l'expérience utilisateur. Souvent, on perçoit l'expérience utilisateur comme un travail en amont, et quasiment uniquement en amont. On va travailler sur l'UX, ou alors en aval, mais qualitatif.
On va aller chercher des utilisateurs, on va leur faire des tables rondes pour savoir quelles ont été leurs expériences, les faire parler, et c'est incroyablement important. Mais il y a aussi une partie quantitative de l'UX. Est-ce qu'on peut aller concrètement mesurer ce qui se passe chez les vrais gens? Et ça, c'est une des réalités aussi de la performance, puisque quand on a des erreurs, parfois elles ne se voient pas. Il n'y a pas d'impact en fait pour l'utilisateur. C'est un truc en tâche de fond qui ne s'est pas bien chargé. Le seul impact en fait qui va concrètement se ressentir, c'est que peut-être le site va être moins rapide, un peu plus lent, et donc du coup ça va créer une friction, et pour des sites avec des gros enjeux de conversion, ça va créer une baisse de la conversion. Donc on a vraiment des enjeux à aller travailler les contextes techniques pour améliorer en fait la performance commerciale comme la performance en termes de vitesse. Donc ça, c'est les raisons qui nous poussent à s'intéresser à la qualité technique. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a un site qui est déjà en ligne, ou qu'on s'apprête à mettre en ligne, comment on peut démarrer? En fait, il y a 3 gros enjeux. Il y a les enjeux de contenu, les enjeux d'infrastructure et les enjeux de service. En termes d'enjeux de contenu, vous allez travailler sur les expériences les plus fluides possibles. Donc souvent, vous allez avoir des sites avec beaucoup de JavaScript. Faites attention à ça. Le JavaScript, c'est la première cause de ralentissement sur les sites web. Ensuite, vous allez travailler sur vos messages. C'est important aussi. Le messaging, la manière dont on s'adresse aux utilisateurs, notamment dans des cas d'erreur. Par exemple, j'ai réservé un siège dans un avion, puis en fait, il n'est plus disponible. C'est absolument crucial pour la poursuite de l'expérience. Si vous n'êtes pas capable de savoir quel est le taux de conversion que vous avez après qu'un utilisateur ait vu un message plutôt qu'un autre, ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'évaluer la pertinence de ce message-là. Évidemment, travailler sur des images de qualité. Si vous en avez les moyens, optimisez vos images avant de les uploader sur les sites. Sinon, travaillez avec des solutions qui vont vous permettre de le faire automatiquement. Et choisissez toujours le bon format. PNG pour des images générées par ordinateur, JPEG pour des images qui sont plutôt photographiques, WebP proposé aux utilisateurs en complément de ces 2 formats-là, parce que c'est un format qui fait le café et qui est super, mais qui n'est pas supporté encore vraiment partout, même si c'est très très large. Par exemple, si vous avez encore d'utilisateurs IE11, ça va être problématique. Et travaillez aussi vos polices d'écriture, essayez de limiter le nombre de polices que vous allez mettre sur le site. Donnez-vous des budgets, dites-vous, ok, pas plus de 3 polices, pas plus de 200 kilos, et comme ça, vous essayez de limiter en fait vraiment l'impact de ces éléments sur le site. Pour vous aider à optimiser tout ça, vous avez des éléments d'infrastructure. Les Content Delivery Network, c'est des serveurs en fait intermédiaires entre votre serveur et le client, qui peuvent être partout dans le monde et qui vont s'assurer en fait de l'optimisation du cache. Les proxys d'images, comme Cloudinary, ça va être des services en fait qui vont vous permettre de vous leur donner une image et ils vous renvoient en fait automatiquement en fait des images adaptées qui vont permettre de servir la meilleure image pour chaque personne. Et comme ça, vous n'envoyez pas la même image pour un mobile, pour un desktop, pour un écran 4K. Les Digital Asset Managers, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est géré en interne dans les entreprises. C'est littéralement des solutions référentielles destinées à gérer les assets médias, que ce soit les images ou les vidéos, et délivrer la même chose. Et puis, il y a aussi des features qui sont gérées directement dans les CMS ou dans les e-commerce. Donc, n'hésitez pas à regarder, notamment si vous avez des e-commerce à tiroir avec des modules que vous pouvez ajouter. Si vous êtes sur Salesforce et que vous pouvez rajouter des modules, il y a des modules qui permettent d'ajouter un proxy d'image, qui permettent de se brancher un CDN. C'est assez simple. Il y a évidemment un coût. Il faut évaluer ce coût par rapport aux gains espérés, et puis après, au bout de 6 mois, 1 an, faire un retour pour voir si ce changement d'infrastructure porte ses fruits, évidemment. Et puis enfin, il y a des services, dont nous, on fait partie chez Content Square, des services qui vont vous permettre de faire du monitoring. Donc nous, on fait du monitoring à la fois synthétique, c'est-à-dire qu'on envoie des robots tester les pages, mais aussi du monitoring d'expérience utilisateur réelle, de l'alerting, pour être prévenu en fait en cas de problème et que les équipes puissent être incroyablement réactives. Des outils d'analytics et d'APM, on va trouver plutôt les analytics côté front-end, plutôt les APM côté back-end. La gestion des erreurs, pareil, est-ce qu'on la gère côté front-end, côté back-end? Et puis les outils de Voice of Customer qui restent un outil essentiel pour comprendre l'expérience des clients. Ça reste hyper important de regarder ce que les clients disent eux-mêmes de leur expérience, mais surtout comment on peut retrouver en fait cette expérience pour comprendre ce qui leur est arrivé. N'oubliez pas que du coup, vous avez toujours une observabilité complémentaire, vous avez toujours des outils synthétiques, des robots qui peuvent être hyper rapides, qui permettent de faire des tests reproductibles, mais qui ont un biais de modélisation. Vous n'allez jamais tester que ce que vous avez voulu tester. Si vous n'avez pas pensé à un cas de figure, vous n'allez juste pas le voir. Et puis à l'inverse, des données d'utilisation qui viennent des vrais utilisateurs, qui sont hyper pratiques parce que vous pouvez les corréler à votre business. Vous pouvez corréler en fait vos Core Web Vitals, par exemple, avec vos données de conversion. En tout cas, vous pouvez essayer. Vous pouvez corréler vos analyses de parcours. Vous pouvez corréler en fait un certain nombre de problèmes que vous avez relevés. L'inconvénient de ça, c'est que vous avez des biais d'appréciation ou de contexte parce que chaque utilisateur a un usage qui est incroyablement spécifique et vous n'êtes pas nécessairement capable de comprendre ce qui est arrivé à un utilisateur. Si je reprends l'exemple du Voice of Customer, quelqu'un qui m'a laissé un feedback parce qu'il a eu une mauvaise expérience,
Je ne suis pas nécessairement capable de savoir que c'est parce qu'il avait un ad blocker et qu'il a rencontré une erreur si par ailleurs, je n'ai pas une détection des erreurs. Donc, il faut avoir vraiment des contextes assez larges de détection pour comprendre ce qui s'est passé. Et je vous donne un exemple très concret. Je pense qu'aucun d'entre vous ne savait ce qui se passe quand vous communiquez sur Instagram et que les gens ouvrent un lien sur le navigateur intégré d'Instagram. Personne ne teste ça, jamais. Et c'est juste une catastrophe. Les WebView ne se gèrent pas du tout de la même manière que les navigateurs Chrome classiques. Et il y a énormément d'erreurs qui se produisent dans ces WebView dont personne n'a connaissance. Donc, vous avez peut-être l'impression parfois que vos campagnes ne performent pas hyper bien. En fait, c'est juste parce que les pages sont blindées d'erreurs et que les gens ne peuvent pas les utiliser et vous ne le savez pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on améliore tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a des outils techniques, en fait, chez Content Square, mais aussi chez nos concurrents, qui font du travail de qualité? Pourquoi on améliore tout ça? Pour quel type de gain? Parce que ce n'est pas toujours des gains en termes de monnaie sans nom trébuchante. On va améliorer le time to fix, c'est-à-dire faire en sorte d'accélérer en fait, la vitesse de résolution des problèmes en donnant un maximum d'informations aux équipes techniques. Ça va évidemment améliorer le temps de résolution, mais aussi le coût, puisque ça va limiter en fait, les allers-retours entre les équipes non techniques et les équipes techniques, avec des passages d'informations qui parfois prennent du temps, on va pas se mentir, frictionnels. Parfois, les gens se battent un peu pour dire « Oui, mais si, je t'assure, j'ai vu un bug, j'ai un client qui m'a dit un bug, l'équipe technique qui dit « Bah non, moi j'ai testé de mon côté, j'ai pas vu, donc ça n'existe pas. » On va améliorer tout ce qui est coûts de non-qualité. Les coûts de non-qualité, c'est tous les coûts que vous avez parce que vous avez des erreurs et vous les voyez pas, ou vous les voyez et vous n'êtes pas capable de les corriger. Et évidemment, les risques opérationnels. C'est-à-dire que nous, on a des clients, ils installent la solution, pendant quelques mois, ils font des corrections, puis après, il n'y a plus de problème. Et c'est super. Après, on devient une solution de risque opérationnel, c'est-à-dire qu'on est là pour alerter au cas où un problème reviendrait. Et du coup, le paiement en fait, de la licence est entièrement lié en fait, à la gestion du risque opérationnel. C'est hyper important de vérifier qu'on n'est pas en train de faire des erreurs et d'avoir l'assurance que si ça arrive, on sera capable de détecter rapidement. Évidemment, derrière, il y a une amélioration de l'acquisition, parce qu'on parle quand même de SEO quand on parle de WebPerf, même si j'ai dit que l'impact était limité, il y a toujours cet impact qui est lié au crawling, qui est toujours important, et puis il y a l'impact qui est lié au branding aussi. Un client qui aura une meilleure expérience va en parler, donc vous allez avoir une acquisition qui va être plus importante par des canaux de personne à personne, et peut-être pas nécessairement par des canaux algorithmiques. L'objectif étant bien entendu l'amélioration à terme des revenus, ça c'est ce qu'on cherche en fait globalement, mais attention, pas toujours de la conversion. Parce que par exemple, sur les sujets de WebPerf, si vous améliorez drastiquement la WebPerf de votre site, vous allez avoir beaucoup de gens en fait, qui viendront parce que la lumière est allumée et que le site s'affiche rapidement et ils ne vont pas forcément convertir. Ces gens-là, vous ne les voyez pas avant parce que le site était très lent et en fait, comme ils n'étaient pas très motivés, ils partaient avant que vous les ayez captés avec vos solutions analytics. Donc du coup, vous allez augmenter votre base, plus de gens. Par contre, vous allez avoir un revenu qui va augmenter moins vite et donc à terme, la conversion qui est donc le revenu divisé par la base utilisateur peut éventuellement baisser. Donc attention à des promesses de conversion, c'est toujours un peu délicat, il faut vraiment s'orienter sur les revenus plutôt que sur la conversion. Quels sont les pièges? Parce que tout ça c'est bien gentil, mais parfois on tombe dans des pièges. Alors, les pièges d'abord, c'est les compétences. Je vous apprends rien, embaucher des gens qui sont compétents sur ces sujets, que ce soit des sujets de développement ou des sujets marketing, c'est compliqué. Ils sont difficiles à trouver, j'essaye moi-même d'en recruter actuellement, c'est pas évident, et puis ça prend de l'argent aussi, parce que quand on paye des prestataires pour le faire, c'est des analyses qui peuvent être longues, qui peuvent être coûteuses, il faut le savoir, donc ça peut être des services qui sont complexes à prendre en main, et sur lesquels on a des difficultés à former les juniors, parce que c'est plein de problématiques qu'ils n'ont jamais vues en école, et c'est totalement normal, et c'est pas du tout une critique des juniors, mais il faut bien envisager que cette compétence, elle se paye, et donc il faut envisager un budget. Deuxième problématique, la transversalité. On a des sujets en fait qui vont toucher du marketing jusqu'aux équipes DSI. C'est hyper difficile de les faire communiquer si ces équipes elles ne sont pas capables d'avoir un vocabulaire commun ou ne serait-ce que déjà de travailler ensemble. Ça va mettre à jour énormément de frictions internes. Ça va mettre à jour énormément de problèmes de RACI. Le RACI, c'est cette matrice que vous faites où vous définissez en fait quelles sont les responsabilités entre les personnes qui sont responsables d'un problème, celles qui doivent être informées, celles qui le gèrent au quotidien, et vraiment de préciser tout ça de manière à ce que tout le monde sache quel est son rôle. Ça, souvent, ça n'existe pas, et donc quand on commence à travailler sur ce genre de problème transverse, ça pose plein de problèmes. Et puis enfin, ça pose un problème de directionnalité. C'est pas parce qu'on a un problème qu'on a une solution. Parfois, corriger le problème, c'est une solution, mais attendre, par exemple, la prochaine refonte de site, c'est aussi une solution. Donc il faut être capable de dire, tel et tel problème, on a des corrections immédiates qui sont disponibles, tel ou tel autre problème, on va plutôt mettre ça dans une gestion de la dette, un document qui nous permettra de faire les specs pour la prochaine version du site, ou alors on va externaliser le problème en achetant une solution tierce qu'on va intégrer sur notre site et qui va nous permettre de déployer une fonctionnalité
de meilleure qualité que celle qu'on a développée nous en interne, parce que celle qu'on a développée en interne, elle ne marche pas. Ça nécessite une grosse agilité métier, donc encore une fois, des gens qui sont compétents, être capable de distinguer ce qui est une micro ou une macro-optimisation, donc une vraie estimation des coûts, et puis être capable de dépasser les problématiques de maximum locaux, parce que quand vous faites du test AB, par exemple, vous savez très bien, vous arrivez en fait à l'optimisation micro de ce que vous êtes en train de faire. Mais ça ne veut pas dire que si vous changez globalement toute l'expérience, vous n'allez pas arriver à quelque chose de mieux. Vous êtes juste arrivé à un maximum local, défini en fait sur le périmètre que vous étiez en train de travailler. Donc tout ça, c'est compliqué et ça nécessite de la compétence. Les exemples que nous, on a côté client, pour parler quand même un peu argent, parce que souvent, ça intéresse les gens. Voilà un exemple de client du client Akewatu, qui avait un click-to-action inactif. Ils s'en sont rendus compte, en fait, c'était lié à une erreur API qui était présente uniquement chez 12% des visiteurs et visiteuses qui voyaient ce site. Donc c'est vraiment quelque chose à côté duquel les équipes de dev peuvent passer complètement à côté. Et dire non, mais ça marche tout le temps, en fait, nous on a testé, ça marche tout le temps. Et en fait, chez les vrais gens, non. Et ces 12% d'utilisateurs, ils sont complètement noyés dans la masse, on les voit pas. Sauf que du coup, nous on a évalué que l'opportunité manquée liée en fait à ce bouton inactif, c'était 73 000 € par an. Donc le gain de la correction est quand même très important. Un autre exemple avec The Conran Shop. Donc là, on est sur un problème d'utilisation sur un site e-commerce. Conran Shop, c'est des leaders en fait sur tout ce qui est design. Ils avaient une erreur JavaScript qui se produisait uniquement côté client et qui empêchait en fait la suppression des produits dans le panier. Bon, vous allez me dire, ça peut être sympa. Non, vous supprimez pas de produits dans le panier, comme ça vos paniers sont très gros. Bon, en vrai, qu'est-ce qui se passe quand les gens n'arrivent pas à supprimer le produit du panier? Ils s'en vont, et puis quand ils reviennent et que le panier est toujours en mémoire et qu'ils n'arrivent toujours pas à supprimer le produit du panier, ils arrêtent, ils achèteront jamais chez The Conran Shop. Ce problème était excessivement spécifique à reproduire pour les équipes, puisqu'il se produisait que chez un nombre limité d'utilisateurs et uniquement sur iOS. Par contre, une fois corrigé, on est sur une opportunité manquée à 5 chiffres annuels. Donc on est vraiment sur des choses importantes. Et ça, on n'aurait jamais pu le détecter, le remonter et donner aux informations la qualité nécessaire pour le corriger si on n'avait pas eu ici en bas à droite vraiment la représentation en fait, des navigateurs qui sont utilisés, qui n'ont pas l'erreur versus ceux qui ont l'erreur. Et on voit bien du coup que iOS est prédominant et du coup ça guide tout de suite l'analyse. Et on avait aussi la possibilité de rejouer les sessions, c'est ce qu'on aperçoit un peu à gauche. Normalement c'est une vidéo, mais là c'est statique, où on peut rejouer en fait la session des utilisateurs et voir en effet qu'ils sont en train de s'énerver sur le bouton de suppression et que rien ne se passe. Troisième cas d'usage, plutôt côté WebPerf, impact d'un service tiers. Ici on a un client en fait qui se posait la question pour introduire un nouveau service sur son site, donc externaliser une fonctionnalité auprès d'un prestataire et l'introduire via un JavaScript. C'est ce que vous allez trouver dans des tests AB, des outils de reco, des click-to-chat, de la publicité, de la réassurance. Enfin, on décore en fait aujourd'hui beaucoup nos sites avec des JavaScript qui apportent en fait des fonctionnalités aux utilisateurs. Ce client voulait savoir quel était l'impact en fait de déployer ce nouveau tag, ce nouveau service en fait sur son site. Et donc on a fait des évaluations avec et sans le tag directement depuis les solutions synthétiques et on a pu voir que l'impact était juste monstrueux, qu'il y avait vraiment en fait des gros ralentissements, qu'il y avait vraiment des enjeux importants. Est-ce que ça leur a permis de ne pas déployer le tag? Non, parce qu'ils avaient vraiment stratégiquement besoin de ce tag. En revanche, ça leur a permis d'aller recontacter en fait les gens qui leur vendaient pour aller négocier des SLA et dire OK, on veut bien déployer, par contre voilà nos conditions et voilà les corrections auxquelles vous vous engagez, parce que sinon on ne peut pas contractualiser avec vous, il y a un vrai problème. Donc ça permet vraiment de donner des leviers de discussion. On part d'un sujet qui est technique et on arrive en fait à un sujet qui est très stratégique, qui est comment je négocie mes contrats et comment j'engage en fait mes prestataires à un certain niveau de qualité. Et il n'y a vraiment que ça qui va permettre de faire avancer le business, parce que toutes les entreprises n'ont pas la technicité suffisante pour tout faire en interne. Par contre, en effet, mettre la pression sur les prestataires, c'est totalement normal, c'est la clé du business. Alors moi, je parle beaucoup de technique, mais en fait, vous avez vu qu'en fait, à plein de moments, j'ai reparlé du métier, j'ai reparlé du business, j'ai reparlé de contrats, j'ai parlé de gains, j'ai parlé de performance commerciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, la technique, c'est un des éléments qui constitue l'expérience web. C'est un tout petit élément. En fait, l'expérience web, elle démarre à la visibilité, donc avant même que la personne elle soit sur le site web, et puis elle s'enchaîne avec les premières perceptions du site web, qui sont portées par la technique, mais aussi par les contenus, et elle se termine en général par la qualité des services. Ce graphique que je présente, la VPTCS, il n'est pas de moi, il est d'une formation qui s'appelle Opquast, et que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai un petit badge là sur mon micro, parce qu'elle donne ce vocabulaire en fait à l'ensemble des prestataires, à l'ensemble des partenaires de l'entreprise. J'aurais tendance à dire un des premiers leviers pour commencer en fait à faire de la qualité technique, mais pas que, c'est la formation.
Et donc mettre entre les mains des gens des formations qui leur donnent un vocabulaire commun et qui leur permettent de parler et qui permettent de participer à la transversalité des sujets, de dire les sujets SEO, ils ne sont pas que SEO. Les sujets techniques, ils ne sont pas que techniques. Les sujets de contenu, il faut que ça touche tout le monde et tout ça doit être au service du service. Et en vrai, il n'y a que ça qui va nous permettre de faire un web meilleur. Et donc, j'espère que vous en ferez partie. Merci à tous. Je suis dispo évidemment pour les questions et également je recrute. Je recrute des gens qui aiment faire de la performance web dans un cadre métier et parler argent avec des gens qui parlent d'argent. Je recrute aussi des gens qui veulent faire de l'accessibilité pour faire des vrais audits et des mises en conformité. Et puis on a encore plein d'autres postes chez qui Content Square recrute. Donc si vous voulez venir discuter avec nous, on est toujours ravis de commencer des conversations. Et on est partout, un peu partout dans le monde. Donc c'est avec plaisir qu'on pourra vous accueillir dans plein de bureaux différents. Voilà. Hop, je viens de vous partager un lien dans le chat et n'hésitez pas, vous pouvez accéder à la présentation de Boris. Vous avez tous les liens. Boris, merci. J'ai beaucoup aimé toute la nuance que tu apportes dans ces correctifs. On pense souvent qu'il faut résoudre un problème et des fois, il ne faut pas le résoudre. Et j'ai beaucoup appris. Typiquement, moi, un cas qui m'arrive tout le temps, j'ai un générateur de mots de passe et dès que je veux rentrer un formulaire, la plupart du temps, je ne peux pas cliquer parce qu'il y a un petit bouton qui me demande si je veux voir mon mot de passe ou non. Et je suis obligé de supprimer le HTML pour pouvoir activer mon mot de passe. Et ça me fait perdre 10 secondes. Ce n'est pas important, on ne le voit pas. Mais donc, du coup, j'ai réalisé tout l'impact en fait, de ce qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. Et ça fait partie d'ailleurs, dans la formation OpQuest dont je parlais à la fin, c'est une des règles qui est autoriser vos clients à ne serait-ce que faire des copier-coller de mots de passe. Parce qu'en vrai, si vous autorisez pas ça, les gens ne peuvent pas utiliser de password manager. Ce qui est quand même une clé pour la sécurité, c'est de laisser les gens utiliser des outils de sécurité. Si vous ne faites pas ça, les gens finissent par essayer de trouver des mots de passe qui sont mémorisables humainement et ça se passe très mal. Je vois que tu as sélectionné une question que tu voulais répondre. J'ai fait une erreur, mais je peux y répondre du coup. Je peux y répondre. Quel format d'image parmi tous ceux dispo pour améliorer les perfs? Alors, on a des formats d'image, je disais, de base, JPEG, PNG, qui sont des formats d'image vers lesquels il faut aller suivant ce qu'on veut présenter. JPEG pour du contenu photographique, PNG pour du contenu généré par ordinateur, par exemple un logo. Par contre, ce n'est pas les meilleurs formats dans l'absolu. Il y a d'autres formats comme le WebP. Mais dans ce cas-là, demandez à vos développeurs front-end. En fait, ils ont la capacité de poser des balises picture, qui sont des balises HTML qui permettent de dire au navigateur voilà les images par défaut, JPEG, PNG, et si tu supportes WebP, voici une alternative WebP qui est encore mieux. Et du coup, le navigateur lui-même, lui, il connaît son contexte, il sait ce qu'il est capable de supporter, il va choisir la bonne image. Si vous devez éliminer quelque chose, éliminez le GIF. Je ne veux jamais plus voir de GIF. Laissez tomber, ça n'existe plus ce truc-là. Même sur les sites les sites de GIF, si vous voulez, sur Jiffy, sur Tenor, il n'y a pas de GIF en fait. Si vous regardez le code source, c'est des vidéos. Tout le monde fait de la vidéo parce que c'est infiniment plus léger. Donc juste laissez tomber les GIFs, ça ne vous empêche pas de continuer à utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui le GIF, c'est-à-dire en fait une vidéo courte qui tourne en continu, mais juste n'utilisez pas le format GIF, genre jamais. Faut laisser tomber. Ok. Je te laisse clôturer la question. Parfait. Moi, je vais te poser une question, Boris, plus pour l'audience, à part la formation Opcast. S'il y a un truc qu'on doit faire en fait, dès maintenant, par quoi tu commencerais? En termes de quoi? De webperf, d'erreurs, Pour monitorer ses erreurs ou pour commencer à se poser la question sur le webperf. Je pense que la première clé d'entrée sur, en tout cas, la webperf et le ressenti client, ça reste la Search Console de Google. Elle est facile d'accès, vous ne payez rien et vous pouvez avoir très rapidement accès en fait, au degré de qualité d'expérience. Par contre, ne vous inquiétez pas trop, si vous avez que du rouge, c'est pas forcément très grave dans un premier temps et les premières optimisations que vous allez faire, vous allez rester dans le rouge. Par contre, normalement, vous devriez avoir une augmentation du nombre de pages crawlées, ce qui est déjà en soi un indicateur positif. Et petit à petit, au fur et à mesure de vos développements et de vos correctifs, vous allez commencer à avoir des groupes de pages qui vont arriver dans le orange, dans le vert. Mais ça peut être un processus qui est assez long. Nous, on a des clients chez qui ça prend 6 mois, 1 an, parce que la gouvernance autour de la gestion du site, elle est lourde. On ne peut pas juste dire maintenant, vous optimisez toutes les images et puis les gens le font. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça peut prendre un peu de temps, il faut être patient. Et surtout, il faut le vendre comme ça, parce que sinon, si on vend un peu monts et merveilles, après, le client est très vite déçu. Ok, donc regardez dans votre Search Console. On avait partagé tout à l'heure dans le chat, il y avait une question, mais pour voir les screenshots de Boris, c'est dans Paramètres, statistiques de l'exploration. Hop, ensuite, du coup, je vais prendre les questions par vote.
Boris, est-ce que tu as quelques exemples de sites propres niveau UX et SEO? Alors, j'ai des exemples de sites propres au niveau UX parce que Content Square organise les UX Awards tous les ans. D'ailleurs, on vient d'ouvrir les inscriptions pour les UX Awards 2022. Donc, je vous invite à regarder les UX Awards Content Square. Par contre, le fait de mettre le SEO à côté, c'est pas forcément lié. On a des sites en fait avec des très bonnes UX et des très mauvais SEO. Faut se rappeler que toutes les verticales, tous les sites en fait n'ont pas nécessairement besoin d'un SEO. On discutait avant la conférence et j'expliquais par exemple le site des impôts. A priori, vous connaissez tous le site, vous y allez tous au moins une fois par an et pour autant, il n'est pas si bien référencé que ça en fait. En fait, ça joue pas, c'est pas un enjeu en fait. Donc il y a quand même tout un tas d'usages, tout un tas de sites pour lesquels le SEO n'est pas si pertinent que ça. Par contre, l'UX, elle, est toujours pertinente pour arriver à un résultat qui est agréable, même si bon, pour le site des impôts, peut-être ça s'impose différemment. Ok, top. J'ai une question de Fanny, je pense que tu l'as déjà beaucoup abordé, Boris, mais si tu peux juste l'aiguiller un petit peu plus. Comment peut-on mesurer l'expérience utilisateur si tu as des outils, Content Square bien sûr? Alors, Content Square, évidemment, nous on connaît bien. Après Content Square, il y a un budget d'entrée qui est assez important, qui s'adresse à une certaine catégorie d'entreprises. Il y a des outils qui sont un peu plus mid-market. On a racheté, il y a quelques mois, on a racheté Hotjar, que vous connaissez peut-être déjà, qui est un très très bon outil aussi de mesure en fait des heatmaps et de savoir comment les gens utilisent le site. À chaque fois que vous allez sélectionner un outil, je vous encourage cependant à faire très attention en fait aux critères RGPD et au consentement. Quel que soit l'outil, à partir du moment où vous allez vouloir analyser l'UX, vous allez forcément aller collecter des informations et il faut être sûr que les gens ont donné leur consentement pour cette collecte et que ces informations ne vont pas être externalisées. Si vous avez un client qui a absolument besoin d'avoir un suivi analytique, mais pour lequel il ne veut pas de consentement, dans ce cas-là, vous allez sur le site de la CNIL, il y a 12 ou 13 solutions avec un guide de configuration spécifique qui vous permet de poser de l'analytique sans consentement. Mais du coup, il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles, vous allez avoir vraiment des choses très dégradées. Chez Content Square, on enlève 80% des fonctionnalités avec ce mode-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais voilà, il faut être conscient qu'on ne peut pas avoir toutes les infos. Mais c'est un vrai sujet, l'expérience utilisateur. Donc voilà, j'essaie de ne pas faire trop la pub que de ma boîte. Il y a plein d'outils de qualitatifs sur le marché. Donc, cherchez notamment sur le site de la CNIL. A priori, tous les gens qui ont fait l'effort de développer un mode exemption du consentement, c'est des gens qui travaillent au quotidien sur l'UX et qui savent quels enjeux ça a. Donc, c'est des concurrents de qualité. Voilà. Faut pas cracher sur la concurrence. On a une chouette concurrence qui fait des bons produits, donc il faut dire que le marché est plutôt sympa. Ok. Ça va très bien avec la prochaine question de Nathalie. Comment vous gérez la RGPD chez Content Square? Alors, comme j'ai dit, en fait, on a une ambition qui est assez importante, qui est de poser le tag et puis on va collecter tout ce que font les utilisateurs, ce qui est juste un enfer en termes de vie privée, puisque du coup, tout est collecté. Derrière, en fait, nous, notre solution, c'est d'anonymiser, en fait, côté client, en fait, toutes les données avant de les renvoyer côté Content Square. Donc, quand on reçoit les données, en fait, elles sont déjà anonymisées et sauf implémentation extrêmement spécifique de la part du client. Par exemple, je parlais à un moment donné de dispositif anti-fraude. C'est une des fonctionnalités qu'on a, mais qui demande une implémentation supplémentaire. On ne peut pas accéder aux données qui ont été anonymisées parce que vraiment, elles ont été encryptées avant même de transiter sur le réseau. Donc, du coup, même quand vous regardez un session replay, c'est-à-dire le rejeu en fait, de la session utilisateur, toutes les saisies sont remplacées par des petits points noirs. Toutes les lettres, y compris les lettres présentes dans la page, sont remplacées par la lettre A. Parce que même dans le corps de la page, on pourrait avoir des informations qui donnent des infos privées en fait sur l'utilisateur. Et la seule info qu'on va vraiment garder en fait et qui peut encore permettre de recouper en fait l'utilisateur, c'est la conversion et les revenus. Donc là, on va travailler avec des mécaniques d'agrégation pour essayer d'éviter de pouvoir avoir les informations d'un utilisateur précis pour encore une fois arriver à isoler. Mais de toute façon, déjà à ce moment-là, on est de toute façon déjà derrière le consentement. Il faut vraiment prioriser ça. Faites attention, j'ai envie de dire à un truc, et je vois tellement de gens qui ne font pas attention à ça. Vous avez une solution d'analytics qui collecte des infos, vous n'exportez pas les informations ailleurs. Les gens, ils ont consenti pour cette solution. Légalement, en fait, ils ont donné leur accord pour le chargement des tiers qui étaient sur le site web. Ils n'ont pas donné leur accord pour vous copier-coller les informations de Matomo et que vous allez les mettre dans un Google Spreadsheet. Ça marche pas en fait. Donc normalement, il faut bloquer ces trucs-là. Donc faites attention à tout ce qui est copier-coller et même communication orale. Je crois qu'aujourd'hui, la moitié des réclamations à la CNIL sont liées en fait à des communications orales d'informations utilisateurs. Donc c'est vraiment des enjeux importants. Wow. Ok. Merci Boris. J'ai une autre question de Laura. Je pense qu'elle s'était trompée parce que tu avais dit la première source de ralentissement. Oh, mais d'erreur aussi. Ok. Pourquoi c'était la première source d'erreur alors? HTML et CSS, c'est des langages qui sont excessivement déclaratifs. Déclaratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous donne une page blanche, un crayon, et je vous dis dessine-moi un canard. Je ne peux pas me tromper en disant dessine-moi un canard. C'est simple de dire dessine-moi un canard. Ce qui est compliqué, c'est dessiner le canard.
JavaScript, son rôle, c'est vraiment d'agir en fait sur la page web pour aller changer des choses qui vont permettre de l'interaction, de l'animation, voire même des fois des visuels différents. Bah, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, et suivant la nature du crayon, la nature du papier, bah, le canard, des fois, il ressemble à un chapeau. Et bah, JavaScript, c'est pareil, des fois, il se plante, et le résultat est très déceptif. Et il y a un autre problème avec JavaScript, c'est ce qu'on appelle techniquement JavaScript, il est monothread. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 15 partenaires qui chargent du JavaScript et il y en a un qui tombe en erreur, et ben les autres sont en erreur aussi, parce que JavaScript, il est planté, et donc à moins que vous chargiez la page à nouveau, bah, ça va créer plein de problèmes. Donc il y a vraiment ce souci en fait technique qui est lié au fait que JavaScript, parmi les 3 standards du web que sont HTML, CSS et JS, c'est quand même celui qui est à la fois le plus prône à des entrées de données un peu bizarres et en même temps le plus apte à planter et à faire des trucs un peu dégueux. Donc si vous pouvez vous passer de JavaScript pour un maximum de fonctionnalités, bah faites-le. Je pense notamment à tout ce qui est présentation. En fait, normalement, vous n'avez pas besoin de JavaScript pour la présentation. HTML et CSS suffisent. Des exemples concrets de ça, par exemple, vous avez un tableau que vous devez adapter en responsive. Si votre développeur arrive en disant j'ai une solution en JavaScript pour le faire, vous dites non, on va embaucher un intégrateur qui sait le faire en HTML, CSS, ça marche très bien. On n'a pas besoin de faire tout ça en JavaScript et on élimine en fait un risque opérationnel sur le site. Ok. Ensuite, j'ai une question pour Content Square d'Alexandre. Pour une solution de ce type, très complète, qui nécessite donc pas mal d'investissement, coût, temps, compétences, quelle est la taille minimum de l'activité pour toi en termes de trafic, CA ou maturité? Alors, on n'a pas forcément de taille minimale d'activité. On a des clients en fait où ils sont genre 5. Par contre, en effet, c'est souvent des clients qui ont un très fort chiffre d'affaires avec une très très grosse conversion. Il y a une problématique de coût évidente, à laquelle il faut en général doubler véritablement le montant, puisque quand une solution comme Content Square ou ses concurrents, ça va être pareil ailleurs, vous en avez pour X centaines de milliers d'euros par an. En fait, en général, vous en avez pour le double, pas parce que la solution va vous facturer plus cher, mais parce qu'il va falloir faire monter en compétence des gens dessus. Ça devient des gens qui sont compétents dans des domaines de niche, ça devient des gens qui vont demander des augmentations, il va falloir les payer, il va falloir qu'ils travaillent, et quand ils vont partir, il va falloir les remplacer. Donc il y a vraiment un enjeu en fait de coût pour l'entreprise qui est très important et qui en effet nécessite en général un niveau de maturité assez fort. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est si le sujet n'est pas en discussion au niveau CTO, CEO, enfin bref, décideur, c'est probablement que le sujet n'est pas encore assez mûr pour des solutions de ce type. Si vous êtes encore à un niveau plus opérationnel et que vous n'avez pas de budget, allez plutôt vers des solutions mid-market comme Hotjar, qui vont coûter moins cher, mais qui vont aussi nécessiter un investissement moins grand de la part de l'entreprise, et vous n'allez pas être obligé de discuter de ce que remonte Hotjar au Copil. Par contre, en effet, quand nos clients prennent Content Square et qu'ils investissent massivement dans la solution et dans les compétences, derrière au Copil, on en parle parce que c'est important et que ça a un impact, et qu'il faut montrer en fait que la solution elle a de la valeur, en fait, au moins la valeur équivalente à l'investissement qui a été réalisé sur la solution, plus humainement. Et donc il y a un vrai enjeu derrière de maturité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je sais. Très bien répondu. Et souvent, on ne se rend pas compte des coûts cachés. Des coûts cachés qui coûtent à l'entreprise, ce n'est pas forcément le prix, il y a d'autres choses. Ah oui, je disais, le recrutement, la montée en compétences. Nous, on a des cycles de formation où les gens passent des fois 15 à 30 heures en fait, juste à apprendre à se servir correctement des solutions. C'est 30 heures pendant lesquelles ils ne font pas autre chose. Donc, il faut que ce soit assumé, il faut que ce soit compris en fait, au moment de la signature, parce que c'est indépendant du prix de la solution, c'est vraiment l'investissement. Mais ça va être pareil si vous prenez Hotjar, il y a aussi un coût de montée en compétences. Et pareil pour SMJ, pareil pour les autres solutions, il y a toujours un coût de montée en compétences qu'il faut assumer. Mais en même temps, on choisit, soit on embauche des gens qui sont déjà ultra seniors sur toutes les solutions et on les paye en conséquence, soit on embauche des gens qu'on va faire monter en compétences, mais auquel cas il faut assumer la montée en compétences et la formation. Ok, génial. Hop. Alors, j'ai une question de Michael, Search Console. La Search Console ressort souvent des informations, texte illisible, car trop petit, éléments cliquables trop rapprochés. Est-ce qu'il faut vraiment prendre en compte cela alors que le site est mobile friendly et que les contenus sont visibles sur les devices? J'ai envie de dire, ça, ce sont des informations qui sont qualitatives mais algorithmiques. Texte illisible, car trop petit, ou éléments cliquables trop rapprochés, ça c'est Google qui a décidé que c'était comme ça. Ça fait partie de l'algo page experience, et donc du coup, je dirais que en fait, on est dans les mêmes problématiques que pour la web perf. Si vous les corrigez, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose en termes de ranking? Je ne suis pas certain. En revanche, ce qui peut être intéressant, si vous avez un outil d'analytics, par exemple, et qu'on vous dit vos boutons ils sont trop petits, est-ce que vous avez un événement posé sur le bouton que vous allez collecter avec l'analytics? Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de détecter les clics à côté? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une zone autour du bouton sur lequel vous avez un événement utilisateur a voulu cliquer sur le bouton mais il s'est planté?
et vous allez être capable de savoir combien de gens en fait cliquent autour du bouton et pas dessus. Est-ce que vous avez une détection du nombre de rage clicks? Rage clicks, c'est quand les gens ils cliquent une fois et puis en fait ça s'est pas bien passé, donc ils vont cliquer comme des sourds parce que comme chacun sait, quand on clique plusieurs fois ça va plus vite. Et donc est-ce que ça vous le détectez? Et j'ai envie de dire c'est ça les vrais enjeux parce que à terme une fois qu'on a dépassé la problématique de l'acquisition du ranking SEO, il reste quand même la problématique UX de se dire est-ce que mon site il est agréable à utiliser pour de vrai? Et ça il y a que les informations issues des vrais utilisateurs qui peuvent vous le dire. Donc outillez vos sites avec de la télémétrie. Ça peut être fait dès Google Analytics. Moi, je le fais sur mes propres sites avec du Matomo. On peut poser des événements. Ça nécessite évidemment plus de travail qu'un outil très cher qui fait le café, mais on peut tout à fait collecter des choses et avoir une idée en fait de la frustration des utilisateurs. Ok. Là, j'ai une question. Je ne suis pas sûr que tu aies la réponse. Il y a Frédéric qui souhaite optimiser sa boîte de consentement des cookies. Alors non, j'ai absolument aucune réponse. C'est pas du tout un domaine que je maîtrise bien. Par hasard, en fait, je faisais une analyse sur les différentes technos présentes sur les sites et la web perf, et j'ai découvert qu'on avait littéralement des CMP qui performaient beaucoup mieux en termes de vitesse, pas en termes de taux de validation, mais en termes de vitesse que d'autres. Mais en fait, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des problématiques de corrélation-causalité. En fait, c'est des CMP qui travaillent qu'avec des boîtes qui sont extrêmement techno et qui ont des sites super rapides. Et donc, du coup, mécaniquement, en fait, leur propre solution ne dégrade pas la performance. Donc, il faut toujours se méfier de ça. Sur la présentation des CMP, non, j'ai pas de retour. Par contre, je pense qu'un petit mail à contact@Content Square, j'ai plein de collègues qui travaillent spécifiquement sur l'UX des CMP et qui auront peut-être des feedbacks importants. Ok. Bah, je rajoute juste un petit truc pour toi, Frédéric. Je n'ai pas de données pour le prouver, mais il y a certains sites qui écrivent des vraies phrases. Ils n'écrivent pas juste des phrases de consentement banales. Ils expliquent pourquoi, humainement, avec des mots qu'on utilise tous les jours, ils l'utilisent. Et en tant qu'utilisateur, moi, ça me donne toujours beaucoup plus envie de cliquer, d'accepter ou juste de considérer. Oui, c'est important ce que tu dis parce qu'on travaille du coup sur un domaine qui est plus lié à la réassurance, le fait que le site ait mis un effort particulier au wording et à l'expérience en fait de lecture, bah, ça rassure sur le fait que concrètement l'action qui va avoir lieu, en fait, elle ne trahit pas l'utilisateur. Et c'est aussi un sujet qu'on a beaucoup sur la web perf. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le graphique que je montrais à la fin. Parfois, il ne faut pas optimiser la web perf. Parfois, c'est pas pertinent. Vous êtes sur un site de banque assurance, il y a des images plein écran avec des personnes âgées souriantes. Vous enlevez les images, vous transformez moins. Parce que vous enlevez toute la composante humaine qui fait qu'on va pouvoir éventuellement faire confiance à cette banque assurance qui sinon peut être perçue comme une infrastructure assez institutionnelle, lourde, qui ne va pas s'intéresser à nos problèmes. Alors que vous mettez des vrais gens en fait, à l'image, bah là du coup ça incarne en fait la problématique. Et donc il faut toujours se méfier. On peut faire énormément d'optimisation, mais il faut qu'elle serve, je ne sais plus comment on disait tout à l'heure dans la conf d'avant, l'intention de recherche, l'intention d'usage, pour que ça soit vraiment pertinent en fait pour l'utilisateur. Ok, parfait. C'était la dernière question. En tout cas, merci Boris, c'était super. Merci à Content Square d'être avec nous pour le SEO Square. Si vous voulez vous renseigner sur Content Square, allez-y, c'est franchement génial. Si vous voulez relire les slides, Boris, on les a partagés dans le chat. Et si vous voulez rejoindre l'équipe de Boris, il y a les liens directement. Merci Boris. Et la prochaine conférence, c'est dans 1h40 avec Marine qui va vous parler de comment on peut pérenniser sa stratégie de contenu SEO. En tout cas, on est super content. Moi, ce que je retiens de ta conférence, Boris, c'est prenez toujours en compte le coût d'opportunité, apportez toujours de la nuance. Des fois, il y a des choses qu'il faut faire, des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et je vais finir là-dessus. Parfait. Bon appétit. Merci Boris. Au revoir. Au revoir.